Je suis en coulisses. Non, tu es on stage, Émile. Bonjour à tous, on vous laisse vous connecter petit à petit. Hop là, on va se laisser quelques minutes. Bienvenue dans ce live. Direct. Donc, en gros, le flow, ce sera 4 stablecoins. On fait le change en interne. Donc, on peut prendre un petit spread. Et après, on envoie ici en USDC chez le marché. Alors, d'habitude, C'est tout le flow est presque instantané. Voilà, désolée, j'ai été déconnectée. Mais je me suis dit, tu m'as laissé seul là. Je sais pas s'il fallait que j'anime ou pas. Bon, j'ai décidé de pas le faire. Je suis resté stoïque. Je suis resté stoïque. Voilà. Non, mais en fait, c'est les refresh des écrans. Donc, bonjour à tous. On vous laisse arriver tranquillement et on va commencer d'ici 1 minute avec Émile. Comme ça, on enclenche la petite intro et ça lancera officiellement le webinaire. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat pour savoir est-ce que vous êtes plutôt direction juridique, cabinet d'avocats, autres fonctions, ça va nous intéresser aussi. Par rapport au cabinet, qu'on va présenter. Amel, tu as un petit bug de micro. Je ne sais pas si c'est que moi, mais tu as un petit bug de micro. Ça... Un petit temps de latence, hein, c'est ça? Non, plutôt tu sais, comme si tu étais loin du micro. Bon, merci de me préciser, c'est important que le micro fonctionne bien. Je vais me rapprocher de mon écran comme ça. Hop. Là, ça fait beaucoup de bruit. Je pense qu'il y a un petit... Ouais, c'est ça. Yeah. Moi, je suis dans une pièce isolée. De toute manière, c'est vrai, peut-être ça fait un peu d'écho dans le bureau. Donc, je vais essayer de parler calmement, posé. Ouais. Là, c'est bien. C'est parfait. Mieux? Parfait. En tout cas, Amy, je t'entends bien aussi à l'écran. Bon, parfait. Du coup, je vous propose de commencer, si ça vous va bien. Donc, bienvenue à tous sur ce live LinkedIn. Merci beaucoup, Émile, pour ta disponibilité. Sur ce temps du midi. Et donc, je lance officiellement ce live pour, du coup, échanger autour de Query Jurist. Donc, on est très contente chez Your Legal Angel de collaborer avec vous sur la marketplace. Et l'idée, c'est de présenter un peu les innovations Legal Tech. Donc, juste pour me présenter, donc moi, c'est Amel Rechi, je suis la cofondatrice de Your Legal Angel. Your Legal Angel, c'est une communauté qui anime une plateforme autour de la transformation des fonctions juridiques. Donc, si vous avez un besoin autour d'une Legal Tech, d'être accompagné autour des enjeux LegalOps ou d'une formation pour un juriste, un cabinet d'avocats, vous nous appelez, on recueille votre besoin, on fait le point avec vous et on vous adresse les meilleurs acteurs du marché qu'on a testés. Et donc aujourd'hui, on prend le temps avec Query Jurist et donc le cofondateur aussi de cette Legal Tech. Et donc, Émile, je te passe la main pour te présenter. Super. Du coup, bonjour à tous. Émile Lombardo. Je suis le cofondateur de Query Jurist. Alors, Query Jurist, en fait, c'est une IA à la base qui ne faisait que de la recherche juridique, mais aujourd'hui, on discutera un petit peu d'autres cas d'usage pertinents. Mais c'est une IA de recherche juridique et qui ne fait en théorie que de la recherche juridique. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé de se placer comme ça? Parce que quand on a cofondé cette boîte, il y a près maintenant de 2 ans et demi, 2 ans plutôt, 2 ans les premières lignes de code, c'était vraiment un des seuls pans du métier d'avocat qu'on pensait assez mal adressé par les solutions d'intelligence artificielle. Au niveau de l'état de l'art et de la manière de construire des systèmes d'intelligence artificielle pour faire de la recherche juridique, on trouvait que les systèmes d'IA interagissaient pas de manière super intelligente avec l'information juridique et que les méthodes en fait pour connecter des modèles de langage à des bases de données n'étaient pas super pertinentes pour la recherche juridique. Alors, ce qu'on a fait, c'est que depuis 2 ans, du coup, on a commencé à travailler sur un algorithme qui va raisonner un petit peu à la manière d'un juriste sur le corpus documentaire. Donc, ce que fait notre outil, c'est que, grosso modo, il ne va pas répondre instantanément à vos questions de droit, à vos cas pratiques, à d'autres trucs, on verra plus tard, mais il va plutôt prendre 5 à 10 minutes en fonction vraiment de la question que vous lui posez. Et il va vraiment raisonner par entonnoir, un peu à la manière de ce que vous avez appris à l'école de droit, c'est-à-dire, la première chose que je fais, c'est que j'ouvre mon code, je vais chercher la règle de droit.
Ensuite, je vais voir concrètement comment elle s'applique dans la jurisprudence. Puis, je suis en IP, je vais aller voir ce que disent les recommandations de la CNIL. Je suis en fiscal, je vais aller voir les positions de l'administration fiscale dans le BOFIP. Toutes ces choses-là qui font que l'outil, on le croit en tout cas, donne des réponses qui sont beaucoup plus pertinentes sur des questions de droit, notamment qui sont complexes, mais aussi bien sur des questions de droit simples. Et aujourd'hui, on a sorti plusieurs versions de notre outil qui vous permettent d'être plus ou moins exhaustives en fonction de ce que vous recherchez, etc. Et donc là, je crois que l'objectif avec Amel aujourd'hui, c'est de voir tout ça et de parler de tout ça. Ouais. Pour la petite anecdote, nous, on vous a rencontré aux transformations du droit. Vous étiez plutôt dans les stands des pépites, un peu la partie exploratoire. Et donc, avec Claire, mon associée, celle qui vous avait rencontré, elle avait tout de suite matché sur l'idée autour de la proposition de valeur et de se dire comment on vient venir fiabiliser aujourd'hui le processus d'analyse ou les différents cas d'usage juridique qu'on va avoir à adresser, parce que dans notre métier, la réalité, c'est qu'on reste dans des métiers d'expertise et il faut qu'on s'assure que du coup, ce qui est généré par l'IA, là, on ne va pas se dire est-ce qu'on fait de l'IA ou non. Là, on y va concrètement, on va aller beaucoup plus dans les cas d'usage, mais il y a quand même toujours l'enjeu de comment je vais venir analyser la performance de ce qui va venir être généré et comment je m'assure que les sources du coup qui sont entraînées autour du modèle LLM et de votre moteur d'IA est suffisamment fiable pour du coup éviter de perdre trop de temps, parce que à la fin la logistique de notre métier ça fait perdre du temps aussi, et donc si on a des outils fiables c'est beaucoup mieux. Donc c'est parti aussi de cette idée, nous ça nous avait quand même ça nous avait bien connecté avec vous, et c'est là qu'on a eu, on a testé avec vous Query, et on s'est dit, ouais, en fait, pour des cas d'usage, pour des directions juridiques ou des cabinets d'avocats, il y a plein de choses à y adresser. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté autour des sources de données. On est quand même sur un panel de sources de données qui est assez large, et donc, voilà. Dans les commentaires, si vous avez des matières de droit sur lesquelles vous voulez échanger, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, on pourra voir au niveau du cas d'usage et voir si la solution répond ou non aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est marrant parce qu'en plus, je parlais de ça avec un avocat qui est notre client. Récemment, il me disait, vous, Query, vous êtes un peu le moteur de recherche web, enfin, pas web parce que l'outil est connecté plus ou moins web, mais plus parce qu'on adresse vraiment, il y a énormément de sources de données qui sont différentes, qui sont très spécialisées sur certains domaines. Il me disait, mais c'est fou, parce que vous êtes les seuls à avoir cette source-là. Et je pense que c'est aussi beaucoup lié au fait qu'on est une petite start-up. Donc, on est très proche de notre clientèle. Et donc, on est aussi en mesure d'itérer assez vite sur les retours des clients. Donc, moi, si j'ai un client qui vient et qui me dit moi, je fais un truc très niche, j'ai besoin de cette source de données qui est en open data, qui est accessible, etc., on va toujours essayer de faire en sorte de voir, OK, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pertinent pour nos clients? Et si ça l'est, assez rapidement, on ajoute cette donnée. Donc, c'est comme ça que on est parti à la base de la loi à la jurisprudence et qu'on se retrouve à avoir 1001 sources de données différentes indexées, annotées dans la base. Donc voilà. Non, mais très bien. Du coup, la promesse de la session, l'idée, c'est de travailler des cas d'usage. Émile a réfléchi à plusieurs cas d'usage sur la solution de Query. Par contre, c'est un webinaire qui est interactif. Si vous pensez à un cas d'usage, n'hésitez pas à nous le mentionner dans la barre de commentaires. Si c'est dans des cas d'usage que tu as traités, Émile, au moins, tu peux les présenter en priorité aux personnes qui sont présentes avec nous. Mais sinon, à part ça, on a préparé quelques-unes parce qu'on a eu quelques idées aussi à présenter. Donc, je vous laisse dans la barre de commentaires si vous souhaitez réagir. En tout cas, on les verra passer avec Émile et je rebondirai dessus. Mais un des cas d'usage que je trouve, peut-être commençons par un cas d'usage assez classique qui est le cas d'usage de la recherche, Émile, parce qu'aujourd'hui, on est juriste, qu'on soit avocat ou en direction juridique. Aujourd'hui, on doit répondre à des questions complexes. On a souvent, ça nous prend du temps de faire de la recherche. Aujourd'hui, c'est quand même clé, et en plus, on doit s'assurer de la pertinence de notre analyse. Pareil, qu'on soit en cabinet d'avocat ou en direction juridique. Donc, du coup, on est saisi sur des questions. L'idée, c'est de venir restituer quelque chose de structuré auprès de notre interlocuteur qui n'est pas juriste en plus. Et donc, du coup, les sources vont être importantes et il faut qu'on puisse être vraiment dans une exploration assez rapide. Les temps, ils sont très limités. Et donc, c'est aussi la promesse d'une intelligence artificielle. C'est gain de temps, fiabilité et simplicité d'usage.
Donc, je te propose peut-être de présenter le premier cas d'usage, Émile, en tout cas sur une recherche. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, il faut juste que je me connecte à mon compte. Mais effectivement, le cas d'usage le plus simple en général, c'est celui de la question de droit. C'est celui pour lequel on a créé. Donc, c'est-à-dire vous êtes avocat, vous recevez. Je vais partager mon écran. Tu me dis si tu le vois. Alors attends, est-ce que c'est partager l'écran? C'est ça, partager l'écran. Afficher ses conseils. Hop. Et là, normalement, tu as accès. Est-ce que tu... Voilà. Je l'ajoute à la scène. Voilà, c'est bon. Super, génial. Donc là, vous voyez, une plateforme relativement simple. Mais oui, effectivement, regarde, là, je t'ai fait un petit dossier, cas d'usage. Avec tous les cas d'usage que je souhaitais présenter. Mais effectivement, le cas d'usage, on va dire, le plus classique, ça va être celui de la question de droit. Alors, est-ce que laquelle j'ai prise on va aller dire... hop. Voilà, bon, je l'ai mis en anglais parce que je sais qu'il y avait beaucoup de directions juridiques parmi les utilisateurs de Wiley. Donc, je voulais aussi bien montrer que pour répondre à une question de droit, l'outil est en mesure de répondre dans n'importe quelle langue. Là, en l'occurrence, c'est de l'anglais, mais ça peut très bien être de l'italien, de l'allemand, n'importe quoi. Donc, quand vous travaillez avec des régions qui sont différentes, vous pouvez très bien demander à l'outil de répondre dans la langue. Ce qu'il faut comprendre avec Query, du coup, c'est ce dont on parlait, ça je vais revenir peut-être sur l'écran d'accueil pour le montrer, c'est qu'on a plusieurs modes qui sont disponibles sur la plateforme. Et ces modes-là, ils vont vous permettre d'adresser des cas d'usage qui sont différents. Et en l'occurrence, ils peuvent tous répondre à des questions de droit ici. La réponse rapide, elle vous permet, comme je disais en intro, c'est un système qui n'est pas immédiat. Donc, c'est plus ou moins long en fonction du mode que vous choisissez et de la question que vous posez. La réponse rapide, elle permet d'avoir une petite réponse courte, en général en 2 à 3 minutes, à une question de droit que vous posez. Ça permet de, par exemple, si vous êtes en direction juridique et que vous recevez un tas de questions de droit sur WhatsApp, de l'équipe commerciale, de l'équipe machin, et qu'en théorie de base, vous ne pouviez pas y répondre, là, c'est assez pertinent de pouvoir les traiter. Hop, je les mets, réponse rapide, en 2 minutes, j'obtiens quelque chose d'assez structuré pour pouvoir envoyer la réponse ensuite à l'équipe commerciale. La réponse longue, elle, c'est le cas d'usage que je vais vous montrer là. C'est la réponse qui prend en général 8 à 12 minutes pour être générée et qui fait en fait vraiment des rapports juridiques qui sont très, très, très structurés, très détaillés, mais aussi extrêmement exhaustifs. C'est-à-dire que alors le rapport va être assez structuré, donc vous allez pouvoir, vous allez voir, là comme ça va faire peur, mais en vérité, c'est assez bien structuré. Les rapports font en moyenne entre 12 à 35 pages. Donc pour les rapports que l'outil produit sur le mode réponse longue. Et le mode agent, c'est une des dernières technologies qu'on a sorties. C'est la même architecture de recherche globalement. Simplement, ce qu'on va rajouter, c'est une petite couche d'IA qui va venir un peu aller challenger en permanence notre outil. Et ça, vous le verrez parce qu'il va vous dérouler un peu ton saut en raisonnement. Donc voilà, je voulais vous briefer un peu sur les 3 modes de recherche. Et le mode tableau, c'est juste l'outil peut vous répondre avec un tableau à une question que vous lui posez. Donc, il peut vous faire un tableau de jurisprudence, etc., etc. Donc ça, c'est les 4 modes. Et c'est les 4 modes qu'on va voir sur les cas d'usage précis dont on parlait. Donc le cas d'usage le plus classique, je pense que beaucoup de gens vont avoir, c'est je pose une petite question de droit à l'outil. Et l'outil, ce qu'il va faire, quand vous êtes sur la mode réponse longue, c'est qu'il va un peu décomposer la question de droit en 3 grandes questions de droit sous-jacentes en général. Ça peut être plus, ça peut être moins, c'est vraiment en fonction de la réponse que vous lui posez. Et ces 3 grandes questions de droit, vous les retrouverez en bas. Et alors là, comme je vous l'ai dit, quand on est sur la réponse longue, vraiment, on trouve des rapports juridiques qui sont extrêmement... on est vraiment sur une grosse analyse juridique qui aborde toutes les thématiques de l'analyse et du coup, le raisonnement juridique tel qu'on l'apprend en faculté de droit, finalement. Ouais, exactement. Il y a un cabinet d'avocats qui a besoin de réponses privées ou une direction juridique qui a besoin de faire une analyse poussée sur une thématique du droit et qui a besoin d'avoir tous les éléments avant de le retranscrire auprès des opérationnels. Ouais, exactement. Et ce qu'on peut voir d'ailleurs, c'est que là, en l'occurrence, il va faire tout son développement sous-jacent. Il va vous le faire en français pour que vous puissiez bien le comprendre, etc., etc. Et puis, il va vous faire la réponse courte qu'on verra après en anglais, elle. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que on va dire à l'outil, tu raisonnes comme un juriste dans ta recherche, mais tu vas aussi argumenter comme un juriste. Donc, à chaque fois que tu avances un argument, tu peux voir la documentation qui est associée à cet argument directement sur le site officiel. Vous avez un petit résumé de la décision
qui va être commenté, les arguments pertinents, les interprétations et citations légales, etc. etc. Hop, les Ça, c'est articles de très loi. intéressant d'avoir tous les articles, la jurisprudence associée et directement le lien. J'aime bien le côté un peu interface juste à côté où tout de suite je peux voir ma référence, revérifier et du coup lire à côté l'analyse de la décision de droit typiquement parce que ça on en tient compte par rapport à la jurisprudence. Exactement. Et puis en fait aussi, ces classements-là, l'outil classe naturellement par ordre de pertinence la documentation. Donc ça vous permet tout de suite d'avoir les décisions qui sont vraiment les plus pertinentes pour répondre à cette question. Et du coup, une fois en fait que l'outil il a répondu à ces 3 grandes questions, il s'arrête de faire des recherches et il fait une réponse courte qui, elle, en fait, va être la réponse finale que l'outil va apporter à votre question. Et donc là, en l'occurrence, c'est des trucs qui sont beaucoup plus courts et qui prennent cette forme-là. C'est une petite fiche qui répond directement à la question. Hop, voilà. Et vous pouvez approfondir la recherche et vous pouvez répondre en mémo ou en email. Et alors, je pense que dans le cadre des cabinets d'avocats, c'est probablement le cas d'usage le cas d'usage le plus pertinent, parce que c'est important d'être exhaustif, de rien louper, etc. Mais aussi en direction juridique, en vérité, parce que avoir un rapport juridique qui est aussi détaillé, ça vous permet de, je dirais, traiter 2 types de management différents. C'est-à-dire que parfois, vous êtes avec le CFO, vous devez lui envoyer une réponse à une question juridique qui vous a demandé. Il y a certains CFO qui vont être très business-driven et qui vont vouloir avoir une réponse en 10 lignes. Et d'autres qui sont très contrôle fric et qui vont vouloir vraiment tout savoir et qui vont vouloir vraiment que vous leur expliquez tout, etc., etc. Et là, je trouve que c'est vrai qu'avoir un rapport juridique comme ça, qui est très pertinent, mais qui est surtout très exhaustif, ça vous permet de pouvoir adresser les 2 types de management. Et d'ailleurs, vous pouvez transformer cette réponse en mémo. Donc, par exemple, écrit un mémo en 10 lignes au CFO. Hop. Là, l'outil, du coup, il va être en mesure de pouvoir le faire. Voilà. Alors ça, c'est très important aujourd'hui, mais qu'on soit en cabinet d'avocat ou en direction juridique, appliquer les méthodologies de design thinking, de dire comment j'adapte du coup un contenu d'analyse à un non-juriste dans un langage clair, c'est clé aujourd'hui et c'est pour ça que je trouve que l'IA, c'est quand même surpuissant parce que vu qu'on dans nos pratiques juridiques, on ne nous a pas formés forcément à l'université sur notre manière de communiquer à des non-juristes, en tout cas sur la communication pédagogique ou legal designer. Le fait là de le faire avec de l'IA qui nous aide à structurer ça dans le bon format de restitution, c'est parfait. Et moi, je sais que dans mon quotidien aujourd'hui, pour moi, c'est devenu naturel d'utiliser l'IA pour venir adapter aussi ma manière de restituer une analyse ou un retour à faire. Non, ouais, c'est essentiel. Et puis, je pense qu'aussi, quand on est juriste et qu'on a la tête toute la journée dans des concepts qui sont parfois complexes, etc., c'est assez difficile de comprendre qu'en face, il n'y a pas la même compréhension. Donc, c'est vrai qu'un outil, un modèle langage qui est en mesure de pouvoir créer des métaphores aussi. Donc là, par exemple, je peux très bien lui dire, utilise des métaphores pour simplifier le langage utilisé. C'est vrai que c'est ce dont tu es capable de lire, en fait, de faire ce genre de choses pour justement vulgariser et pour que l'outil puisse s'adresser en fait à une partie du business. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, là, Et je vois en haut à droite, on a la partie après, on peut copier ou le télécharger en version Word pour l'avoir en version Word et potentiellement retravailler après les éléments. Oui, exactement. C'est le sujet aussi. Je pense que c'est beaucoup sur la conception qu'on a de l'IA. Nous, on l'a beaucoup en disant human in the loop. C'est-à-dire que on pense que effectivement, les modèles langage aujourd'hui sont très performants et très pertinents, et du moins l'algorithme de recherche qu'on a créé est très pertinent pour faire beaucoup de choses. Mais en tout cas, il faut quand même conserver en fait la capacité du juriste à traiter l'information qui lui est donnée. Aussi, l'IA, comme tout, elle peut parfois se tromper. Hein. Ça, c'est évident et c'est indéniable. Donc nous, on veut beaucoup conserver aussi ça. Donc c'est pour ça que voilà, vous pouvez extraire en Word, aller retravailler dessus, vérifier la documentation. C'est pour ça qu'on vous donne la documentation cliquable directement, etc. etc. Et puis aussi des rapports juridiques comme ça très détaillés. Ça force un peu le cherry picking, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément envoyé le rapport de 12 pages à votre CFO, donc c'est intéressant de bien se plonger et de regarder et se dire ok, ça c'est ce qui est pertinent pour mon cas, ça c'est ce dont j'ai besoin, etc. etc. Donc effectivement ça c'est essentiel.
Non, mais moi, je trouve aujourd'hui, dans les outils d'IA, ce qui est important, déjà, dans la facilité d'utilisation, surtout si on doit l'utiliser pour des cas d'usage autour de la recherche, il faut que le parcours il soit fluide, qu'on arrive après à retravailler les questions de droit qu'on souhaite affiner. Il faut que l'interface elle soit claire. Moi, c'est ce que j'avais bien aimé quand je vous avais rencontré, dans le parcours, on a commencé à collaborer ensemble, de dire une interface claire, c'est fluide. C'est parce que là, je vais parler plutôt après de conduite du changement pour les équipes juridiques qui demain devraient utiliser en partie ou toutes dans leur quotidien cette solution. En fait, avoir une interface claire, que la question soit simple, que les boutons, on arrive à les trouver assez facilement, et en plus qui correspondent aux matières du droit qu'on a besoin d'adresser dans notre direction juridique ou dans le cabinet d'avocats. Ouais, exactement. Et puis je pense qu'avoir une expérience utilisateur qui est simple, quand on parle de conduite de changement, ça mène à des changements rapides. En entreprise, on n'a pas tellement le temps de perdre beaucoup de temps et même en cabinet d'avocat, je m'adresse aux deux, évidemment. C'est pareil. On n'a pas le temps de perdre, de passer son temps à se former, à comprendre quel bouton veut dire quoi, qu'est-ce qui est placé là, etc. Et c'est vrai que ça, nous, on a toujours eu cette théorie en se disant, une solution, nous, on a toujours admiré, par exemple, l'iPad. Parce que l'iPad, vous le donnez à un enfant de 4 ans, il sait directement où cliquer. Et ça, c'est la preuve que Apple, c'est une entreprise incroyable pour l'expérience utilisateur. Et donc, nous, on essaie de faire la même chose. On se dit, il faut que l'outil soit utilisable par n'importe qui, même des gens qui ne sont pas du tout tech-friendly. Après, je ne sais pas si on aura beaucoup dans ce webinaire, mais même des gens qui ne sont pas du tout tech-friendly. Et donc, ça permet que l'outil soit adopté très rapidement en direction juridique et que les résultats aussi, le ROI se sent très vite, en fait. La partie tech-friendly, c'est vrai que ça, en fait, c'est juste que quand on met un nouvel outil entre les mains d'une personne, peu importe cette personne, chacun va vivre un changement. C'est un nouveau geste métier. Et donc, le geste métier, il s'accompagne. Il y a des personnes qui vont être plus ou moins à l'aise autour de ça. Et travailler les parcours utilisateurs, c'est très important. Et donc, je pense que c'était un des sujets aussi chez Query, de bien travailler ce volet-là pour rester sur des interfaces fluides, on n'en met pas trop non plus. J'ai l'impression, quand on avait discuté à l'époque, c'était un peu aussi la proposition de valeur. Vous vous éparpillez pas forcément sur plein de choses, mais vous êtes très focus quand même sur des cas d'usage précis. On parlait vous pouvez faire plusieurs cas d'usage, ça c'est clair, on peut aller chercher plein de choses différentes, mais l'idée c'est de se dire avoir des vraies bonnes analyses fiables, et adapter aussi le résultat et que ça soit très pratique. Et donc, moi, j'aime bien aussi ce côté-là. Des fois, la simplicité, ça a aussi du bon dans les outils, parce qu'après, c'est compliqué d'aller former tout le monde. C'est clair. Et puis, je pense qu'il y a un truc qui est essentiel de comprendre, c'est que nous, on ne se positionne pas comme une plateforme. C'est-à-dire, on n'est pas une plateforme qui cherche à adresser tous les pans du métier d'avocat, la facturation, la rédaction, le traitement des pièces, l'analyse, la recherche, toutes ces choses-là. Nous, on est vraiment plus un outil. Donc, en fait, effectivement, ça rend la chose plus simple parce qu'on vient sur Query, on se rend sur Query pour analyser à la limite un petit contrat et faire des recherches juridiques surtout. C'est ça qui est essentiel. C'est ça. Parfait. Alors, j'aimerais qu'on passe sur un autre sujet. Émile, en plus, ça va aller avec la question qu'on a eue dans le commentaire. Une personne qui pose des questions autour de la commande publique. Alors, c'est intéressant parce que la commande publique, les marchés publics aussi, de manière plus générale, on est dans des sujets où on a beaucoup de documents. On reçoit beaucoup de documents, on peut avoir un DCE, on a toutes les pièces CCAP, etc. On a aussi, du coup, toute la jurisprudence, les codes aussi qui s'appliquent autour des marchés publics. Aujourd'hui, moi, je vois que c'est un marché, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un vrai potentiel pour les cas d'usage IA, parce qu'on est sur quand même une complexité d'analyse et un volume documentaire assez large. Et donc, si tu as un cas d'usage autour de l'analyse documentaire, ça peut être intéressant en lien avec la commande publique et aussi répondre si les sources de données que vous avez dans Query peuvent répondre aussi sur les sujets commande publique. Oui, bien sûr. Alors, je n'ai pas préparé un cas d'usage avec de l'analyse documentaire sur les marchés publics, mais j'en ai, je pense, dans mes recherches. On va regarder pour rechercher dans mes recherches. Je pense que j'ai déjà posé des questions sur les marchés publics. Alors, je vais regarder. J'essaie de regarder.
sur les marchés publics et marchés privés. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un cas d'usage, peut-être. Non, ok. Ouais, mais j'ai déjà plein j'en ai fait, mais j'aimerais bien en trouver. Mais effectivement, bon, en tout cas, oui, nous, on a pas mal de clients qui sont sur cette niche-là. Il y a architecte en marché public, par exemple. Je suis tombé sur un là, j'ai dit dans un marché public de prestation de services sécurité et de gardiennage, est-ce que le candidat a le droit de mentionner qu'il a recours à l'intérim ? N'importe quoi. Mais effectivement, oui, là, je prends juste une question de droit et un cas d'usage en marché public, enfin, sur la commande publique. Mais effectivement, l'outil, il a accès à toutes les sources nécessaires pour répondre à n'importe quelle matière du droit, en fait. Donc, aussi bien sur des sujets de commande publique que sur des sujets de droit du contrat, que sur des sujets de droit pénal. Et donc, là, en l'occurrence, effectivement, pour cette réponse, on va voir qu'il va faire appel probablement à de la décision de justice, à des conventions collectives, des décisions, des articles de loi. Mais en gros, pour voir toutes les sources auxquelles a accès Query, et on va pouvoir les voir, vous pouvez juste cliquer sur ce petit bouton et ça vous permet de sélectionner en fait les sources dont vous avez besoin et sur lesquelles vous voulez que l'outil se concentre. Donc là, vous pouvez toutes les désélectionner ou les choisir. Et donc, dans le cadre du marché public, je pense que ce qui serait intéressant, je connais moins cette matière, j'avoue, mais ça va être les codes, la jurisprudence, donc tout l'ordre administratif. Ouais, exactement. On a aussi bien des décisions de Conseil d'État, de cour administrative d'appel que de TA. Et surtout, je pense, les décisions européennes du marché européen, c'est surtout, je pense, les actes administratifs des collectivités territoriales, les délibérations des conseils régionaux, toutes ces choses-là, je pense que ça peut être intéressant. Après, je connais moins toujours. En fonction aussi de la finesse du dossier, s'il y a besoin ou non de recourir aussi à cette source documentaire. Oui, exactement. Donc, vous avez toutes ces sources-là auxquelles va avoir l'outil pour faire sa recherche juridique, mais surtout, vous pouvez, grâce à la fonction Workspace, rentrer de la documentation pour que l'outil l'analyse. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aussi bien baser son analyse sur la documentation que vous lui donnez et il va coupler cette analyse à de la recherche juridique. Et donc là, c'est vrai que ça peut être pertinent. Donc, si vous avez des gros dossiers, un gros volume, là, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait pour le cas d'usage que j'avais préparé. J'ai juste rentré un contrat. Donc, c'était pas très long. Mais vous pouvez rentrer des dizaines et des dizaines et des dizaines de pièces. L'outil, il sera largement en mesure de pouvoir traiter le sujet. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que sur la commande publique, marché public ou même marché privé, en fait, on se retrouve à faire des réponses pour des appels d'offres et du coup, il y a tout déjà, il y a beaucoup de procédures à respecter, mais au-delà de ça, on reçoit beaucoup de documents et on a des temps qui sont quand même assez courts en termes de réponse et il y a beaucoup de parties prenantes internes qui doivent après travailler sur la documentation. Et donc, c'est vrai d'avoir une pré-analyse qui permet de cibler des risques typiquement sur les différents documents qu'on reçoit. Ça peut être intéressant. Ou quand on est plutôt côté client, on reçoit du coup les éléments de réponse, comment on peut aussi préanalyser les réponses et voir si c'est plutôt conforme ou non conforme aux demandes qui avaient été adressées dans le cadre du projet. Ça, je trouve que c'est un cas d'usage qui est hyper utile parce que là, on parle vraiment d'efficience. Il y a un vrai sujet d'efficience et aussi d'essayer de limiter les risques d'erreur. Ça n'empêche pas que l'analyse de dossier ne doit pas se faire. Elle doit se faire. C'est juste comment venir pré-cibler des zones pour venir prioriser l'analyse de risque et gagner du temps à la fin pour après apporter vraiment notre qualité de juriste, c'est-à-dire le conseil stratégique à mener sur le dossier et les bonnes recommandations sur lesquelles il faut faire trancher les parties prenantes et les décideurs en interne. Oui, et puis sur l'analyse de ce type de dossier, ce qu'on demande à l'IA, c'est d'être la plus exhaustive possible sur les risques que présente ce dossier. Après, je pense que ce qui est pertinent quand on est juriste, c'est quand on a accès en fait, à toutes ces cartes pertinentes, lesquelles on va vraiment décider de déterminer que c'est un risque ou pas. Ça fait 25 ans que je fais ça, est-ce que c'est vraiment un risque, je le sais ou pas. Donc là, c'est là que je dirais qu'on fait parler sa réflexion stratégique. Et un outil d'IA, en fait, ça nous permet de gagner du temps sur tous ces risques, toutes ces choses qu'on sait qui sont des risques, mais qu'on va aller sortir et que ça va nous prendre 3 heures pour sortir n'importe quel risque en liste, etc. C'est vrai que là, un outil d'IA comme ça permet vraiment de pouvoir juste
travailler dessus sur de la documentation pertinente et sur des informations pertinentes. Voilà. C'est ça. Dire, ouais, sur un précédent dossier, effectivement, j'avais déjà, en fait, c'est le même client à la fin. C'est peut-être un autre marché, enfin, pareil, public ou privé. Hein, on se retrouve avec, j'avais déjà répondu sur un autre dossier sur les éléments. Enfin, voilà, est-ce que tu peux m'aider à précibler sur ma manière de répondre pour aussi capitaliser sur votre base de connaissances interne. Et ça, aujourd'hui, ça a beaucoup de valeur pour une organisation. Le fait de savoir organiser sa base de connaissances et de savoir s'appuyer dessus. Parce que je trouve que des fois, on se retrouve à être dans des systèmes où, en fait, on réenclenche la même roue à chaque fois et on recommence tout du début. Hein. Alors qu'on devrait capitaliser sur un savoir-faire qui se développe et c'est aussi pour continuer à engager les personnes en interne chez vous qui, eux, peuvent après se concentrer sur vraiment du pur conseil, du pur conseil juridique. Et c'est là, je trouve qu'on retrouve aussi la passion de notre métier parce qu'on est beaucoup mieux ciblé aussi sur les actions et on est moins à dire, parce qu'en fait, on est tellement pressurisé par le temps qu'on n'arrive plus à le faire bien. Et donc, l'idée, c'est de retrouver un peu de temps libre pour après bien se poser dessus et d'apporter les meilleures réponses possibles à nos dirigeants, hein, parce que c'est ça l'objectif de nos dirigeants et nos clients quand on est un cabinet d'avocats. C'est-à-dire sécuriser un risque ou venir maîtriser un risque en interne ou en externe. Ouais, et puis aussi, surtout quand on est en entreprise, délivrer vite. Hein, je pense que ça, c'est un sujet. Et voilà. Et puis pouvoir répondre à tout le monde aussi. Parce que moi, je parlais vraiment c'est ce dont je parlais tout à l'heure, mais je parlais avec un directeur juridique et lui me disait, en fait, moi, je reçois des questions de droit sur WhatsApp de tout le monde tout le temps. Je peux pas délivrer, ça prend du temps, etc., etc. C'est vrai qu'un outil d'IA, ça permet de délivrer vite, de se baser sur sa base de connaissances internes, ça permet de pas toujours reprendre du début. Donc, il y a plein de trucs qui sont pertinents et qu'il faut aller chercher, je pense, c'est clair. Et là, sur le cas d'usage autour des contrats, c'est le cas d'usage que tu avais mis, donc tu avais chargé un contrat, c'est ça? C'est ça, l'idée, c'était d'analyser ce contrat, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, c'est de travailler dessus, de l'analyser, d'essayer de comprendre en fait quel risque potentiel ce contrat il pose, etc., etc. Et donc là, ce que j'avais fait, c'est je vais rentrer un contrat, puis je vais rentrer une petite recherche. Donc là, ce contrat soumis au droit français, clause de l'article 10, je lui ai mis la clause de l'article qui me dérangeait un petit peu. Et ensuite, du coup, je lui ai demandé de me présenter donc en gros un peu toutes les risques juridiques associés à cette clause, etc., etc. Et ce qu'on voit du coup, c'est que l'outil parallélise, c'est-à-dire qu'il étudie votre contrat, il va aller chercher un petit peu, essayer de comprendre quels sont les risques de la clause, et à côté, il parallélise en faisant une recherche juridique qui est du coup le même algorithme de recherche que Query de base, et donc il couple ces deux choses-là pour pouvoir répondre au mieux à votre question avec de la jurisprudence qui est récente et faire état du droit à l'heure actuelle pour le cadre de cette clause. Et donc, avec le mode agent, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut voir tout le raisonnement qu'a utilisé l'outil. Donc, on voit qu'il a analysé mon contrat, ici, quand il va dans le workspace contrat Z, c'est le nom que j'avais donné à mon contrat, et qu'à côté, du coup, il va se rendre sur différentes sources, les articles, Juritex, concurrence, et regarder un certain nombre de documents, un à un, etc. Il fonctionne par tour, donc il continue de raisonner, et à la fin, du coup, il me donne une réponse. Il me donne une réponse. Là, en l'occurrence, j'avais essayé de voir si je pouvais le piéger un petit peu. Donc, j'avais mis évidemment une clause qui était un petit peu risquée. Et effectivement, le risque, il est réel. Et donc, voilà. Là, l'outil, il va vous donner une réponse. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va aussi bien se baser donc, sur le contrat que vous lui avez donné que sur de la documentation juridique. Donc, des articles de code, des cours de casse, etc., etc. Donc, il fonctionne de la même façon, mais on peut lui donner. Et là, en l'occurrence, c'était un contrat, mais vraiment... Vous pouvez être assez inventif sur ce que vous voulez lui donner. On accepte aussi bien des Word, des PDF, des images, n'importe quoi. Donc voilà, en fait, les cas d'usage sont multiples. Et ce que j'avais dit aussi à Amel au départ, c'est que cette fonction-là est récente. On l'a sortie il y a quelques semaines. Donc, elle fonctionne très bien. On a des très, très bons retours, etc. Mais on est encore en plus en train de découvrir de nouveaux cas d'usage. Donc, si vous avez des cas d'usage pertinents, que vous voulez tester la solution, n'hésitez pas à venir tester. Nous, on sera ravis en tout cas de prendre vos retours là-dessus.
Surtout que, alors ça, je le redirai à la fin aussi, mais en fait, vous offrez la possibilité aussi aux personnes de commencer avec un compte test de démo pour commencer à initier des cas d'usage et après se dire, bon, bah, ok, ça répond bien à mes cas d'usage que j'ai posés au niveau de ma direction juridique ou de mon cabinet. Bon, bah, c'est bon, maintenant je peux souscrire parce qu'il y a le côté, des fois, il faut venir rassurer aussi les personnes qui se sentent à l'aise aussi pour tester la qualité aussi d'analyse. Et donc, avoir aussi cette possibilité, tout le monde ne le fait pas. Donc, c'est bien aussi de le permettre voilà, à vos prospects. Ouais, je pense que c'est essentiel. On fait cette petite démo en général pour s'entretenir, pour essayer de comprendre, parce que là, du coup, c'est vrai que sur un webinaire comme ça, je peux montrer quelques cas d'usage que je trouve pertinents, mais nous, on aime bien faire des cas d'usage qui sont vraiment, sur mesure par rapport à la direction juridique, essayer de comprendre, ok, je suis une très grosse direction juridique qui internalise énormément sur des questions complexes, donc je vais plutôt avoir besoin de query réponse longue qui fait des analyses très poussées pour sécuriser mes positions. Ok, je suis une plus petite direction juridique et je délègue énormément au cabinet d'avocats. Ce dont j'ai besoin, moi, c'est un outil qui me répond rapidement, qui est assez simple, qui reformule bien pour mes execs. Voilà, toutes ces choses-là. Et ça nous permet ensuite d'orienter la démo et de bien comprendre, effectivement, est-ce qu'on va répondre aux besoins ou pas. Et effectivement, on donne des tests. Parce que justement, on veut que l'outil, que la personne qui achète l'outil, elle soit sûre de son achat. Évidemment, quand on est une entreprise, on rationalise les coûts. Donc, c'est important d'être sûr de ce qu'on achète et avoir un outil qu'on a pu tester, on a pu voir si ça fit bien avec les méthodes de travail. Je pense que c'est essentiel. Ah non, mais c'est sûr. Oui. Nous, c'est un peu, c'est aussi la proposition de valeur qu'on essaye d'avoir chez Your Legal Angel, c'est de dire, venez poser votre besoin métier. On voit par rapport au cas d'usage et après, il faut vraiment tester la solution. Et là, ça va venir confirmer après le retour terrain. Et vous allez mesurer la qualité, le potentiel gain d'efficience aussi, parce que l'idée, c'est d'avoir un retour sur investissement aussi sur les solutions. Et après, l'idée, c'est commencer à utiliser et voir la conduite du changement qui a amorcé auprès de toute l'équipe pour vraiment se dire, c'est bon, en fait, c'est enclenché et c'est un outil surtout qui va être utilisé à terme. Parce que c'est bien de prendre des licences, mais si personne ne l'utilise parce qu'il y a de la défiance ou on ne se sent pas suffisamment en confiance avec la solution, ça ne sert à rien. Ouais, non, c'est clair. Et puis aussi, je pense que la plupart des directions juridiques ou des cabinets d'avocats sont déjà équipés d'autres solutions, si c'est pas de la nôtre, d'autres solutions. Et donc, c'est important aussi de mettre en concurrence, je pense, sur ces outils. Et donc, ces périodes de test-là, elles nous permettent gratuitement de mettre en concurrence avec l'outil qu'on a déjà, de voir, ok, sur cette semaine de test, concrètement, Query a été beaucoup plus adopté que tel outil. Ok, donc ça me fait penser que je devrais peut-être changer. Et le retour sur investissement a été beaucoup plus important, etc. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel. Ouais, donc il faut en tester. En plus, souvent, il faut tester en quelques-uns. Et après, ça vous permet de faire le point, de se dire, là, clairement, ça a plus marqué de points parce que c'est plus pertinent sur ça et ça, sur ma matière de droit que j'ai besoin, que j'ai besoin d'analyser ou sur lequel j'ai besoin d'itérer avec l'IA. Et après, il y a le côté, la relation avec l'éditeur. Moi, je trouve que c'est très important aussi, la relation qui va être construite sur du moyen, long terme, d'en faire un vrai partenariat pour travailler aussi avec vous, côté query, les cas d'usage, parce que vous, ça vous fait aussi réfléchir sur votre roadmap produit. De dire, est-ce qu'il y a des nouveaux cas d'usage à amener, de nouvelles sources de données, de nouveaux parcours aussi à amener auprès de vos utilisateurs. Ouais, c'est clair. Et puis d'ailleurs, nous, on n'a jamais eu vraiment de roadmap très structuré, même si on a des échéances évidemment et on se dit on a envie de sortir telle chose à telle date. Mais en fait, nous, on fonctionne beaucoup et on adapte beaucoup notre roadmap en fonction de nos utilisateurs, en fonction des cas d'usage qui ressortent et en fonction des besoins. Et par exemple, l'outil d'analyse, on nous l'avait énormément demandé. On nous avait dit votre outil est super pour répondre à des questions de droit, mais moi j'ai vraiment besoin qu'il analyse des pièces, toutes ces choses-là, etc. On l'a sorti. Demain, il y a pareil sur les sources de données, on en rajoute en permanence parce qu'on a des nouveaux retours clients qui nous disent moi j'ai besoin de telle base de données, c'est hyper difficile de chercher dedans, etc. Donc on n'a pas une roadmap qui est très construite parce qu'elle s'adapte
au retour client qu'on a, et puis ça a toujours été d'ailleurs la politique qu'on a appliquée depuis le début. Dire Query, quand on a commencé, en 3 semaines, on a sorti un produit sur Internet que les gens venaient tester, ils faisaient leur retour et puis on améliorait ensuite en fonction de ça. Et je pense qu'on n'a pas la science infuse de qu'est-ce qui fonctionne bien, etc. Parce que moi, je suis éditeur de Legatech, je suis pas avocat, donc eux savent mieux que moi qu'est-ce que je dois mettre, qu'est-ce que je dois rajouter, etc. Et pareil, je suis pas directeur juridique, donc voilà. Ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce que je veux dire? Et si on passait sur un troisième cas d'usage, parce que moi, c'est un cas d'usage que j'apprécie beaucoup, c'est sur la veille. Parce que alors là, du coup, on va être tous concernés, peu importe notre branche métier, fonction juridique. Aujourd'hui, maintenir une veille à jour, c'est toujours très compliqué. Et quand on a besoin de faire de la veille ciblée sur certaines matières du droit, parce que voilà, on travaille en droit de distribution, en propriété intellectuelle, en protection des données, etc., etc. Aujourd'hui, voilà, on reçoit beaucoup de newsletters, on reçoit beaucoup de sources d'informations. La réglementation évolue tous les jours, on le voit bien, que ça soit au niveau européen, français, voilà, on a toujours des choses qui arrivent. Comment aujourd'hui on pourrait travailler ce cas d'usage sur Query autour de la veille, du coup, Émilie? Ouais, bien sûr. Là, par exemple, j'avais travaillé un cas d'usage. Évidemment, je pense que c'est important de se tenir au juste, surtout quand on est en direction juridique et qu'on travaille un peu sur des niches parfois. C'est vrai que c'est intéressant. Donc là, en l'occurrence, j'avais créé un petit prompt que j'ai utilisé. Donc, je souhaite que tu identifies, sélectionnes et analyses les jurisprudences récentes les plus pertinentes au droit français. Objectif, produire une veille juridique à forte valeur ajoutée à une direction juridique, une direction fiscale, etc., etc. Et là, en l'occurrence, du coup, c'était de la fiscalité. Je lui ai demandé de pas me donner une analyse exhaustive, mais surtout de se concentrer sur des décisions qui ont permis des évolutions importantes du cadre jurisprudentiel. Le domaine que je lui avais donné, c'était droit fiscal français et certaines notions sur lesquelles je travaille et qui sont, selon moi, importantes pour mon métier. Là, c'est du droit fiscal, mais ça peut tout aussi bien être de la commande publique, du droit du travail, etc. Vous pouvez mettre vraiment n'importe quel domaine et n'importe quelle notion sur lesquelles vous travaillez beaucoup. Et ensuite, je lui ai demandé de prioriser des décisions, les décisions de juridiction, etc. etc. Et là, on voit que l'outil, du coup, surtout, ce qui est intéressant, c'est que je lui ai donné un périmètre temporel, évidemment. Donc là, en l'occurrence, c'était de me tenir au juste sur les documentations, les décisions qui ont été rendues entre le 1er janvier 2026 et le 8 juin, donc depuis le début de l'année, et savoir quelle grande évolution jurisprudentielle il y a eu. Et donc là, l'outil, on voit que il m'a fait une veille resserrée et sélective sur les décisions en droit fiscal rendues entre les mains, et que dans le cadre des prix de transfert, par exemple, j'ai eu cette décision du Conseil d'État. Pareil, je peux aller voir directement sur le site officiel. J'ai le point de droit qui a été traité, l'apport, l'impact opérationnel. Donc voilà, c'est une bonne manière, je dirais, de se tenir au courant. Et c'est vraiment le genre de choses sur lequel l'IA peut être très utile, parce que nous, notre base de données, elle est update tous les jours. Donc, vous avez toujours accès à la dernière documentation. Donc, n'hésitez pas en fait à lui demander. Moi, je travaille sur ça. Jusqu'ici, c'était comme ça. Est-ce que c'est toujours le cas? Là, l'outil, elle va vous le dire. Elle va vous dire non, ça va. Pas d'évolution pour l'instant. Vous êtes tranquille. Vous pouvez continuer à travailler de la même façon. Et je trouve que c'est important de baquer son travail. C'est vrai que quand on est dans la pratique vraiment du quotidien, être tout le temps très connecté à ce qui se passe d'un point de vue jurisprudence, c'est très compliqué. On le fait quand on était en études de droit, on le fait plus en cabinet avocat. Quand on est dans l'opérationnalité, plutôt en direction juridique, on n'a pas le temps d'être tout le temps connecté. On voit passer les réglementations, les grandes jurisprudences, mais c'est parce que il y a eu déjà un travail de préanalyse via un cabinet d'avocats qui a été fait, parce que ils ont des équipes de veille, des documentalistes qui vont faire ce travail. Mais je trouve que des fois, en fait, travailler un processus autour de ça, autour de la veille, et venir l'optimiser pour plein de branches métiers, pas forcément que il y a du juridique, mais qui vont être liés avec d'autres fonctions en interne, typiquement sur des non-juristes qui vont être intéressés par l'évolution de la réglementation de la jurisprudence. Je pense par exemple tout ce qui tourne autour de la rénovation énergétique. On parlait de commande publique, tout ça. C'est un sujet qui évolue quotidiennement. Il n'y a pas que des juristes qui doivent être tenus informés des évolutions de la réglementation de la jurisprudence. Et donc, l'idée, c'est de pousser les bonnes informations en interne pour ensuite se mettre en conformité.
Et donc, ça permet après à tout le monde d'avoir vraiment un vrai levier stratégique autour de quel est le positionnement que notre entreprise souhaite avoir sur tel et tel sujet. S'il y a des nouveaux marchés à développer aussi dans l'entreprise, ça permet d'anticiper aussi le développement de ces nouveaux marchés en tenant compte de la réglementation qui arrive. Et Ouais, donc, un de mes cas d'usage préférés, c'est la veille, parce que je trouve que c'est tellement stratégique aujourd'hui. Et après, voilà, je le dis de manière assez transparente, je trouve qu'aujourd'hui, quand on est dans notre métier, on n'a pas le temps de bien le faire. Et il faut être réaliste, on est tellement pressurisé par tellement d'autres choses du quotidien que bien faire une veille, c'est souvent très compliqué. C'est un peu le pain point qu'on peut retrouver aussi dans plein d'organisations. Et c'est pas pour, voilà, c'est pas pour dire qu'on est mauvais, c'est juste qu'on n'a pas le temps. Et donc, utiliser aussi des outils qui vont être plus performants sur ces cas d'usage, c'est très important. Ouais, c'est essentiel. Et là, c'est vrai que, au lieu de regarder toutes les dernières documentations, les regarder une à une, etc., avoir un outil d'IA comme ça avec son prompt déjà prêt, on change juste le périmètre temporel. En 5 minutes, on obtient une veille assez exhaustive sur notre niche. Donc, effectivement, ça nous prend 5 minutes le soir. On fait ça une fois par semaine et on est au courant et on est sharp et on peut continuer à être conforme. Ouais, l'idée toujours, c'est anticipation, de pas passer à côté de quelque chose et surtout de relayer les bonnes informations. Donc, et je trouve que là, on est vraiment impactant pour le coup dans notre fonction et on fait la différence. C'est pas juste pareil, on parle beaucoup du positionnement de la fonction juridique, qu'on soit en cabinet, ou en entreprise, avoir une vraie position impactante quand on est en cabinet, de se dire j'apporte à mes clients les meilleures analyses adaptées en fonction du secteur d'activité dans lequel mon client se trouve. Aujourd'hui, ça a beaucoup de valeur. Et côté direction juridique, anticiper aussi les réglementations qui viennent pour se mettre en conformité au plus tôt. Très importante, surtout pour des entreprises qui sont très visibles et pour lesquelles l'impact réputationnel est important. Le fait de ne pas anticiper de réglementation, ça peut coûter très, très cher aujourd'hui à une entreprise. Parce qu'on n'a pas, on n'a pas pu venir. Et le pire, moi, je trouve, c'est quand ce sont les opérationnels qui nous informent des choses. Alors que des fois, sur des sujets juridiques, en plus, des réglementaires. Et je trouve que c'est là où on perd pied. Et donc, il faut garder un peu un temps d'avance, notamment pour procéder à l'analyse. Et après, en fonction de l'analyse, lancer les bons plans de mise en conformité en interne. C'est clair. Ouais. Alors, on a fait 3 cas d'usage. On a parlé un peu de commande publique. Là, on arrive quasiment à la fin du webinaire. Mais j'avais une petite question. Déjà, Émile, toi, est-ce que, pareil, c'est un peu en mode popcorn pour un peu avant de finir. Est-ce que toi, tu as des cas d'usage que tu apprécies particulièrement quand tu es sur la solution? Tu te dis, finesse sur ça, si je l'avais eu au début de ma pratique, je me dis, ça m'aurait vraiment changé la vie. Ouais, alors, ça dépend à qui on s'adresse. Évidemment, les cas d'usage sont différents, etc. Mais moi, c'est vrai que, par exemple, pour les avocats contentieux, je vous le donne, pour les avocats contentieux, je trouve que l'outil est assez pertinent pour construire des contre-argumentaires qui vont dans un sens ou dans un autre. Donc là, par exemple, j'avais demandé à l'outil, je lui ai expliqué un peu ma position. Mais alors, j'avais dit pour l'avocat contentieux, mais en vérité, c'est applicable un peu à tout. Même quand on est en direction juridique, etc. Juste expliquer notre position à l'outil, lui expliquer le point sensible à traiter frontalement, et ensuite lui demander, voilà, j'ai besoin que tu me donnes des arguments solides qui permettent de soutenir notre position, j'ai besoin que tu nous donnes des arguments contraires qui vont à l'inverse de ça, etc. Et bien ça, je trouve que c'est très, très pertinent, et ça peut permettre, quand on est en direction juridique, de sécuriser les positions que l'opérationnel veut absolument prendre, même si on lui a dit non. Même si on lui a dit non, on le fait pas, il le fait quand même, et dans ce cas-là, on va le suivre et on va aller chercher des arguments qui nous permettent de backer notre position. Là, l'outil, je trouve qu'il est très pertinent. Et d'ailleurs, il comprend bien les choses parce qu'il va reprendre directement la position que vous lui avez donnée et ensuite, il va construire tout l'argumentaire avec les arguments sourcés, etc., de la même façon que les autres, qui sont super pertinents. Et donc, Query, c'est un outil de recherche, mais encore une fois, vous pouvez être assez inventif, en fait, sur ce que vous cherchez à faire. N'hésitez pas à être inventif avec les prompts. Je sais qu'il y a des gens qui vous forment très bien là-dessus, ou utiliser ChatGPT aussi, il faut le dire. Utiliser des outils, des LLM généralistes pour créer des prompts, et vous pouvez être assez inventif. Donc ça, c'est un cas d'usage que j'aime bien et qui me surprend. À chaque fois que je l'utilise, je me dis,
Il est fort, il est fort. C'est un de mes cas d'usage aussi préférés parce que quand j'ai commencé à utiliser l'IA, le cas d'usage autour de l'argumentaire, contre-argumentaire, pouvoir le travailler aussi dans plusieurs langues, notamment quand on doit faire de la négociation en anglais ou dans d'autres langues, et donc préparer un peu tout le scénario de négociation que j'ai besoin d'avoir, avec aussi les bons documents, donc je peux venir mettre mes sources aussi, donc c'est surpuissant. Franchement, si j'avais eu ça quand j'ai... après, je suis très contente d'avoir commencé ma carrière sans l'IA, parce que ça m'a appris plein de choses aussi, et notamment à savoir challenger l'IA et être plus créative dans les cas d'usage. Mais je trouve que c'est surpuissant de pouvoir travailler comme ça les contre-argumentaires. Et je trouve que les personnes qui sont très stratèges, qui ont beaucoup travaillé la négociation ou le contentieux, ils seront très pertinents aussi pour être le plus créatif possible, pour challenger l'IA et venir aussi mettre leur propre savoir-faire à l'intérieur. Et c'est les personnes qui maîtrisent le mieux après le prompt qui arriveront à avoir les meilleurs argumentaires. Il ne faut pas croire que l'IA sera plus intelligente que vous tout de suite. Donc, dans encore quelques années. Non, elle ne le sera pas, elle le sera pas. Mais d'ailleurs, ça, nous, pour continuer sur le truc de Human in the Loop, l'objectif de Query, c'était pas vraiment d'apporter des réponses juridiques à des questions de droit, mais plus des éléments juridiques concrets qui vous permettent ensuite de trouver des réponses. C'est-à-dire qu'en fait, vous le verrez si vous l'utilisez, vous êtes curieux, etc. Vous lui posez une question de droit, l'outil va vous répondre toujours oui, mais, non, mais, etc. Parce que l'objectif d'une IA, je pense que c'est vraiment de vous baquer, être sûr que vous loupez aucune information, que vous passez pas à côté de l'information pertinente qui va vraiment juste changer complètement le dossier ou la question qu'on vous a posée. Et donc, effectivement, c'est important de ne pas être tributaire de l'information qui nous est donnée et de bien challenger, de bien, voilà. Et donc, après, avec Query, c'est pas directement exploitable, il faut quand même travailler. On vous prend pas votre travail. Non, c'est ça. Ça reste toujours un outil en support. Ça augmente aussi notre manière de travailler. Ça nous permet d'être plus efficient, de sécuriser plus. Juste aussi, bien sûr, vous êtes sur le marché de la Legal Tech, donc on est aussi sur des solutions plus sécurisées, sur lesquelles aussi on a un hébergement sécurisé, parce que forcément, là, on a eu le cas d'usage avec le contrat. Si vous travaillez sur des contrats de vos clients ou d'un prestataire de service, bien s'assurer de la confidentialité des données. Et en tant que Legal Tech, pour vous, c'est la base quand vous lancez un produit comme ça. Donc, j'aime bien le rappeler parce qu'on est entre juristes et c'est toujours les questions qu'on nous pose, mais forcément, la partie cybersécurité, c'est... D'ailleurs, si on me la pose pas, je m'inquiète. Si personne pose la question, je me dis c'est bizarre. Pourquoi? Exactement. Ne questionne pas dessus. Et surtout si tu es en plus avocat, tu te dis pas qu'il y aura un problème potentiellement et qu'on n'aura pas de questions. Exactement. Et pour le coup, nous, on s'est engagé très vite et depuis des années, du coup, depuis qu'on a commencé, on est hébergé en France chez Scaleway, qui est, en plus d'être un hébergeur en France, un hébergeur français, donc on n'est pas soumis à toutes les règles d'ingérence étrangère. Sur le côté de la RGPD, toujours les données utilisateurs sont encryptées, donc on ne nourrit pas de modèles sous-jacents pour améliorer les réponses, etc. Niveau cybersécurité, nous, on a été pain testé. Donc voilà, on protège bien les données de nos utilisateurs et niveau RGPD aussi. Donc voilà, sur ces sujets-là, évidemment, il n'y a pas de souci. Exactement. Et du coup, pour clôturer, est-ce que tu veux nous partager, là, qu'est-ce que vous avez un peu dans vos valises là sur les prochains mois? Quels vont être un peu vos enjeux? Est-ce que c'est de garder un peu cette agilité avec vos clients, parce que c'est un peu aussi votre force d'être aujourd'hui une petite structure, c'est pouvoir travailler plein de choses avec les clients que vous avez aujourd'hui? Ou est-ce que vous avez des grandes thématiques sur lesquelles vous souhaiteriez avancer, surtout au moment où là, il y a Claude Légal qui a fait plein d'annonces là avec Anthropic, tout ça, donc ça remue un peu le marché de la Legal Tech. Donc, c'est intéressant d'avoir un peu de toi, du coup, comment vous voulez vous positionner par rapport à tout ça, où il y a cette émulation en continu en ce moment? Ouais, non, je pense que d'ailleurs, quand on est une Legal Tech, c'est un des trucs auxquels on doit beaucoup réfléchir. C'est-à-dire le positionnement qu'on a face à des LLM généralistes comme Claude aujourd'hui, qui sont en mesure de faire une très grande partie de ce que les Legal Tech font. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, je vous disais, nous, on se positionne comme un outil et pas une plateforme. Parce que je pense qu'à terme, une plateforme comme Claude Légal, et d'ailleurs, des premiers retours que j'ai eu des utilisateurs de Claude Légal qui sont aussi nos clients, m'ont dit que ça marchait assez bien.
Donc, comment est-ce que dans le futur, on a envie de se positionner par ça? Claude Légal, s'il y a bien une chose qu'il ne sait pas faire et qu'il ne fait pas, ben, c'est de la recherche juridique. Pourquoi? Parce que la recherche juridique, les algorithmes de recherche juridique, on ne fait pas de la recherche juridique pour un avocat américain comme on fait de la recherche juridique pour un avocat français ou pour un juriste français. Le droit français, c'est un système qui est codifié, complexe, qui demande une recherche juridique très précise et c'est sur quoi on a construit l'algorithme. Donc nous, notre avantage concurrentiel par rapport à ces outils-là qui font plein de choses, c'est vraiment notre algorithme de recherche qui est un algorithme de recherche juridique en droit français, plutôt droit, je dirais romano-germanique, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ensuite aussi, évidemment, l'analyse, parce que l'analyse de contrat couplée avec notre algorithme de recherche, ça permet d'avoir des réponses qui sont plus précises, etc. etc. Donc, nous, l'objectif, c'est vraiment pas de diluer notre message en sortant plein de features différentes qui peuvent être très bien et très utiles, mais qui ne sont pas nécessairement l'essence de ce qu'on est, c'est-à-dire vraiment une boîte tech avec un avantage concurrentiel qui est technologique sur la recherche juridique. Donc, évidemment, il n'y a pas dans les pipes d'outils plus tard qui va corriger vos coquilles vides dans les contrats, etc. Même si je pense que si vous le demandez à l'agent, il sera en mesure de le faire. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas le faire, mais c'est ça. Non, pour nous, là, le futur, c'est clairement de scale la boîte, donc d'onboarder plus de clients, de répandre un peu notre outil, mais surtout, effectivement, de garder cette flexibilité, ce côté startup, ce côté, moi, mes clients, ils ont mon numéro personnel qui m'appelle. Ils m'appellent, ils me disent, voilà, j'ai ça, il s'est passé ça, etc., etc. Comme ça, on traite les choses au plus vite. Essayer toujours de se positionner sur le marché. Et concernant les features, là, du coup, on vient de sortir la features d'analyse comme ça il y a quelques semaines. On va continuer à scaler comme ça. Il y a des choses dans les pipes, mais j'ai pas envie de promettre des choses qui je ne suis pas sûr vont arriver très vite, etc. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est bien quand on est Legaltech, de bien rester focus sur voilà, son objectif principal, quelle était la problématique que vous souhaitiez résoudre en lançant Query Juriste, les quelques cas d'usage, et de bien accompagner le client pour du coup les garder sur du long terme. Et le côté, tu as dit, ils ont ton numéro de téléphone. Moi, c'est ce que j'adorais quand j'étais en direction juridique, c'est d'avoir une forte connexion avec les éditeurs avec lesquels je travaillais, parce qu'on pouvait travailler ensemble une stratégie commune. Et je trouve que c'est ça qui a de la force aujourd'hui, c'est vraiment ce maillage entre la fonction juridique qui vient avec des besoins, l'éditeur Legaltech qui vient aussi apporter une solution technologique à des problématiques sur le marché. Et aujourd'hui, vous avez vraiment votre place. Et donc, on voit aussi les clients que vous avez réussi à avoir depuis longtemps. Je trouve que bravo. J'en reparlais autour de moi dans mon écosystème. Ils disaient, c'est pas donné à tout le monde de faire un si beau lancement au démarrage dans un marché qui est très concurrentiel. On va pas se le mentir. Aujourd'hui, moi, je le vois parce que moi, c'est un peu aussi mon métier, où je source plein d'éditeurs de Legaltech. Toutes les semaines, j'ai des gens qui se lancent sur l'IA juridique. Et donc, faire sa place, et donc chacun vient avec une proposition de valeur et on va voir comment ce marché va évoluer. Mais du coup, continuer comme ça, je trouve que des fois, c'est les bonnes approches, simples, fiables, apporter une réponse qui est cohérente et se dire, si on arrivait à faire gagner entre 31 heures par jour pour un juriste, ça peut changer vraiment son quotidien. Et je trouve que c'est un peu ça aussi, redonner la passion aussi dans notre métier, de se dire, OK, je subis moins aussi la pression, mon analyse elle est beaucoup plus cohérente et je suis vraiment aidée avec les bons outils. Donc pour ça, faut qu'on continue. Est-ce que tu veux faire le mot de la fin? Et du coup, après, on va pouvoir continuer, finaliser cette séquence. Il nous reste 2 minutes. Le mot de la fin, non. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de regarder ça. Et évidemment, voilà, si jamais vous avez envie de tester, n'hésitez pas à nous contacter. Il passe par toi, je pense, ou par moi plutôt. Je vais le mettre. Ouais, c'est ça. De toute manière, je remettrai en barre de commentaires le lien. Si quelqu'un est intéressé pour faire une démo avec Query, dans tous les cas, n'hésitez pas. Moi, je vais remettre aussi le lien sur notre communauté Your Legal Angel.
C'est une communauté de pairs, de juristes. Donc, vous pouvez échanger entre vous. Il n'y a pas d'éditeur dans le WhatsApp qu'on anime, mais on met en avant les actualités d'innovation dans la pratique juridique. On met en avant les événements sur lesquels on travaille également. Donc, surtout, n'hésitez pas, je vais aussi mettre le lien dessus. Et si vous voulez en savoir plus, que ce soit via Émile, via moi, sur du coup, le cas d'usage ou les cas d'usage que vous souhaitez mener en direction juridique, en cabinet avocat, n'hésitez pas. Cette séquence est enregistrée, donc le replay sera disponible. Vous le verrez sur votre feed LinkedIn et je le mettrai aussi en hébergement pour le relayer. Comme ça, vous pouvez revoir. Et en fait, c'était l'occasion de découvrir un peu plus la solution dans son ensemble et et comprendre l'interface, de comment ça fonctionnait avec quelques cas d'usage. En 1 heure, on n'a pas le temps de faire tous les cas d'usage, mais en tout cas, merci d'avoir un peu interagi avec nous. Et je vous dis voilà, très bonne fin de journée, seconde partie de journée. Très bon après-midi. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup, Émile, pour ton temps. Et on se dit à bientôt sur les réseaux. Au revoir. À bientôt. Au revoir.